Bonjour à tous. Vous me dites si vous m'entendez bien, parce qu'il faut que je me lance le lundi matin. Je vais faire le genre qu'on m'a demandé, c'est-à-dire le genre grand témoin. Et surtout à partir de ce que vous avez dit, ce que j'ai entendu ce matin, et puis évidemment à partir de quelques bouts de théorie qui peuvent m'être utiles aujourd'hui pour réagir à ça, et puis à partir d'expériences aussi de recherche, mais aussi d'interventions que je fais régulièrement dans des systèmes éducatifs ou de formation différents. Moi, ma spécialité, mon intérêt, c'est la formation professionnelle. Et j'essaie de raisonner des questions qui sont les relations entre travail, apprentissage et formation. J'ai écouté les choses du point de vue du travail des accompagnateurs et puis du travail des équipes des établissements. Et puis éventuellement de la question du développement des compétences, puisque ça a été abordé au début. Et évidemment des processus d'apprentissage. Je connais peu les élèves jeunes, puisque je m'intéresse donc, je dirais, aux jeunes adultes à partir de l'âge où ils entrent en formation professionnelle ou en enseignement professionnel, mais je connais un peu des processus d'apprentissage et c'est les mêmes pour les enfants et les adultes, en tous les cas de mon point de vue. Donc je vais essayer d'intervenir à partir de là. Alors il y a toujours une question qui m'est venue. Comment ça se fait que faire des choses... Alors quand on voit le texte du ministère, au fond, c'est l'élève au centre et s'y intéresser, viser son bien-être et être attentif à ses apprentissages. Alors on se dit, pourquoi est-ce que ça nous est aussi difficile alors que ça devrait être le quotidien, le cœur, l'évidence de tous les systèmes éducatifs et de formation ? Et pourquoi diable faudrait-il passer par l'innovation ou par de l'expérimentation ou par des choses un peu exceptionnelles pour faire normalement ce que nous devrions avoir à faire au quotidien ? C'est pour ça que personnellement, même si j'accepte volontiers qu'on se serve de la notion d'innovation, puis elle est modestement écrite malgré tout, moi il me semble souvent que peut-être ce qu'on devrait dire c'est peut-être la qualité. Alors, quand je dis ça, je n'entre pas nécessairement dans les processus qualité, qui sont des fois une plaie pour les entreprises ou les systèmes, mais de se dire tout simplement, la qualité de l'enseignement et des systèmes d'enseignement, c'est s'intéresser aux élèves, à leur bien-être et évidemment fortement à leurs apprentissages. Et voilà. Alors, si je dis ça, c'est pas exprès pour faire le malin. C'est aussi pour revenir à la question pourquoi est-ce que c'est si difficile. Alors il y aurait sans doute plein de raisons, mais il y en a une qui me frappe toujours, et surtout quand j'interviens auprès de collègues, de quel que soit leur statut. Il me semble pourquoi il faut faire de l'innovation ? Parce que d'une certaine façon, on va à contre-courant des habitudes. Mais quand je parle des habitudes, ce n'est pas les habitudes des professeurs, comme on dit des fois, ou l'habitude des établissements, c'est les habitudes d'une institution dans une société. Et finalement, il y a beaucoup de choses qui vont dans un certain sens, qui nous emportent souvent, et contre laquelle nous avons à lutter. Il y a un jeu de contre-courant qui se fait quand on entre dans l'expérimentation et l'innovation. Et c'est pour ça, à mon avis, que c'est si difficile. Et on le voit bien d'ailleurs, quand on intervient nous-mêmes dans certains lieux, on fait des choses très intéressantes, les gens sont très contents de ce qu'ils ont fait. Et puis, il y a eu un encadrement, un accompagnement, une aide par la recherche parfois. Et 1 an ou 2 ans après, si cet encadrement, accompagnement n'a pas été poursuivi, je dirais, le courant est tellement fort que les habitudes anciennes reviennent et que finalement, le bénéfice des innovations, il a été évident et certain à un moment donné, et il est un petit peu perdu dans le courant qui avance. Et le courant ne dépend pas seulement des systèmes éducatifs, il dépend entièrement de la société. Parfois, quand on voit comment l'enseignement, l'éducation sont parlés, comment on en parle, qu'est-ce qu'on dit qu'il faut faire, etc. Donc voilà, il me semble que c'est un début qui me paraît important parce que d'abord, innovation, oui, c'est faire des choses peut-être qui devraient être évidentes, mais c'est pas facile parce qu'on a des habitudes de pensée, des habitudes de parole, on l'a dit tout à l'heure, qui sont extrêmement fortes et qui nous empêchent souvent de voir des choses, de les percevoir et puis de pouvoir les faire. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, une question, quand on pose la question des compétences des accompagnateurs, alors il y a 2 niveaux ici, le niveau du travail des accompagnateurs, puis le niveau du travail des personnels des établissements. On peut se demander, au fond, à quelles conditions
les expériences qui sont menées. Alors moi je vais utiliser expérience, mais pas nécessairement dans le sens réservé qui vous a été donné tout à l'heure. Hein. À quelles conditions les expériences ou les innovations que vous menez peuvent être éducatives? Alors j'utilise là la théorie de John Dewey pour ceux qui connaissent, mais la question c'est une expérience éducative, c'est une expérience qui produit des connaissances, qui produit des compétences, et qui produit des compétences et des connaissances suffisantes pour l'avenir et qui permettent peut-être d'agir autrement dans l'avenir. Et je disais tout à l'heure, il y a 1 million de, je ne sais plus ce que vous écriviez, mais il y a 1 million d'expériences ou 1 million de personnes qui font peut-être des expériences ou qui font des expérimentations, d'accord, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'expériences de notre vie qui sont pas très positives. Quand on dit par exemple, on a essayé, mais on n'a pas réussi, on a déjà essayé mais ça ne marche pas, là on l'a fait l'expérience du fait que ce n'est pas la peine d'expérimenter ou d'innover, de toute façon ça ne change rien. Et cette expérience-là, elle a été réalisée, mais qu'est-ce qu'on en garde sinon un certain dépit ou un renforcement de la croyance qu'on ne peut rien y changer, ou etc. etc. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce qui peut s'apprendre à ce moment-là et de ce qui peut se développer à ce moment-là. Donc les expériences elles sont parfois négatives. Et surtout pour tous ceux, et j'imagine que vous êtes nombreux ici, qui cherchaient à résoudre des questions de difficultés scolaires, de réussite, de décrochage, enfin tout ce qu'on a entendu, c'est-à-dire pas avec les élèves les plus faciles, évidemment, avec lesquels on peut expérimenter à peu près n'importe quoi, ça marche toujours extrêmement bien. Donc la question de à quelle condition une expérience peut être éducative, c'est-à-dire produire des compétences pour les gens, puis produire des effets pour le futur intéressantes, c'est une question aussi qui me paraît importante et sur laquelle je reviendrai. Alors, bon, qu'est-ce que c'est expérimenter ? Si on utilise expérimenter dans un sens un petit peu différent, mais peut-être pas trop de ce qui est là, c'est-à-dire on ne fait pas des trucs qui sont en dehors des règles et des règlements. Hein. Et je crois que vous êtes beaucoup revenu là-dessus. Hein. Expérimenter, c'est déjà défini. Alors, j'insiste sur cette définition d'expérimenter parce qu'elle concerne peut-être au premier chef les accompagnateurs. Mais elle concerne évidemment les acteurs des établissements. Mais vous avez dit quoi ? Au fond, quand on se lance dans l'expérimentation, il y a une partie N-1, où en fait le N-1, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans un établissement qui fait qu'il y a au moins 1 ou 2 ou 3 acteurs qui ont envie de faire quelque chose différemment, qui ont envie de changer. Soit ça ne va plus, on n'en peut plus, les élèves sont insupportables, il n'y a pas de résultat ou je ne sais quoi. Hein. Et ça amène à définir d'abord que la situation, il faut la changer, il faut faire quelque chose. Deuxièmement, l'avantage de l'expérimentation, souvent, et vous avez bien énoncé le fait que ça dure 1 année, c'est long, ce N-1, il est très important, c'est au fond, c'est quoi qui ne va pas ? On sait, par exemple, dans la littérature, que la difficulté scolaire pose un problème majeur, c'est le premier travail important à faire, c'est de définir la nature des difficultés. Et c'est très difficile parce que souvent, comme je dis toujours, on a une espèce de masse indéterminée de problèmes qui arrivent, ou qui se présentent, ou qui sont quotidiens, mais on ne sait pas souvent analyser la situation pour identifier des problèmes concrets sur lesquels on pourrait concrètement travailler. Et souvent, ce qui se produit de façon spontanée, c'est que les établissements, les structures, cherchent à faire quelque chose, font quelque chose, entendent des fois parler d'une solution ou veulent se lancer dans une solution, sans avoir souvent défini suffisamment les points d'attention et je dirais souvent c'est ça qui amène, bah oui on a fait ça mais ça n'a pas fonctionné, bah oui parce qu'on le fait souvent de manière spontanée, un petit peu dans le brouillard, un petit peu à l'aveugle, pour de bonnes raisons organisationnelles d'ailleurs, on a peu de temps, on n'a pas toujours eu les moyens dans sa formation de traiter ces choses-là et donc on cherche des solutions parce qu'on nous dit il faut aller vite, il faut trouver des solutions et on les trouve. Alors ça c'est un peu, je sais pas pour dire quelque chose de négatif hein, quand je dis ça. Moi les chefs d'établissement avec qui j'ai travaillé, notamment pour l'agriculture, ils disent souvent, ben oui, on a des problèmes, dès qu'on cherche une solution, quand on en trouve une dans les environs, ben, on l'applique et on essaie de la mettre en œuvre, je dirais, mais on cherche et trouve la solution avant d'avoir correctement posé le problème. C'est un peu une évidence, hein, ce que je dis là, mais ce n'est pas seulement une évidence théorique ou d'un discours, hein, c'est une évidence pratique. Et il me semble que souvent, ce que les établissements peuvent dire, c'est que l'accompagnement, ou parfois l'accompagnement des chercheurs, comme on l'a évoqué un peu tout à l'heure, consiste justement à ne pas agir de manière spontanée, à ne pas faire comme on ferait d'habitude,
mais je dirais à peut-être être un petit peu plus structuré, un petit peu plus dirigé, à se tenir un petit peu plus au projet sur lequel on va travailler. Alors moi je donnerai un exemple tout simple d'un accompagnement que je fais à Château-Chinon depuis 2 ans et demi, avec le lycée du Morvan, avec des 4e, 3e quand même, donc c'est pas spécifiquement agricole. Et une chose est très très frappante, le groupe des professeurs qui sont là, ils disent de toute façon, quand vous venez pas, quand vous venez, nous travaillons sur le sujet décidé. Si vous n'êtes pas là, on se met à reparler d'autre chose. La directrice ou la directrice adjointe ou autre, très légitimement, disent « Ah oui, mais on va en profiter pour parler de ceci ou de cela. » Et déjà la moitié du temps de réunion consacré ou supposé consacré à un projet donné s'évapore dans d'autres projets qui sont traités. Et la présence d'un externe, parfois simplement, il fait qu'on est là. Comme on vient de loin, comme je viens de loin, ben on commence à l'heure. Il y a tout un ensemble de petites choses, hein, c'est anecdotique, mais c'est pas si anecdotique. Je dirais, l'accompagnateur, il est là pour travailler autrement et faire en sorte qu'on ne tombe pas dans les habitudes de travail, des fois les mauvaises habitudes, ou dans un comportement spontané, par exemple, aller trop vite, etc. Et l'accompagnateur, il est là aussi pour dire, ben oui, c'est normal que ce soit si long. C'est normal qu'au début, comme vous l'avez bien exposé tout à l'heure, quelqu'un l'a vraiment bien raconté, ben au début, les gens ils se disent « Ah ouais, il y a un projet, oui, ce serait peut-être intéressant, mais on sort d'abord beaucoup de réticences, puis on n'y croit pas trop. » Quand l'accompagnateur connaît ces phases-là, c'est-à-dire qu'il sait qu'il est normal, et même très important que les réticences s'expriment, puis qu'on aille un peu à l'avant, un peu en arrière, que tant qu'on n'a pas commencé, on ne sait pas si on va commencer. Enfin, tous ces éléments-là, d'un projet normal de changement, il est important que l'accompagnateur soit là, d'autant plus que c'est lui qui va dire « non, on continue. On continue malgré ses réticences, malgré ses difficultés. Donc il tient d'une certaine façon le travail de l'équipe et du groupe. Donc quand je raconte toutes ces petites histoires, ça a à voir avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les courants. C'est-à-dire nous sommes habitués à agir d'une certaine manière, nous sommes pris dans des formes de réunion, nous sommes pris dans des formes de conduite de réunion, nous sommes pris dans des formes éducatives qui nous emportent tellement dans une certaine direction qu'on s'en rend même plus compte parce que ça fait partie de notre milieu. Et donc l'extérieur ou l'accompagnateur, il a précisément à tenir le choc pour nous amener à peut-être, ou vous amener à agir autrement que de manière spontanée, parce que cette manière spontanée, elle est aussi prise par les habitudes de l'institution et du système. Ça, c'est un point qui me paraît important dans le travail des accompagnateurs, puis peut-être un petit peu dans le travail des équipes. Alors, il y a des gens qui ont évoqué la question du maître ignorant. C'est un livre de Jacques Otto, qui est dijonnais, d'origine d'ailleurs, qui s'appelle Le maître ignorant, qui a été popularisé par d'autres. Et quand on lit le livre du maître ignorant, c'est très intéressant parce que ce maître ignorant, il est en fait intransigeant sur la méthode. Si vous lisez le texte de Jacques Otto, qui est paru il y a 2 ans à Dijon, avec des textes de Jacques Otto qui sont très intéressants, le maître ignorant, il est intransigeant sur la méthode. Et donc la méthode qu'il développe, il la connaît, et il la connaît très très bien. Donc le maître ignorant, c'est surtout pas du laisser aller, contrairement à ce que certains ont des fois un peu faussement théorisé là-dessus. Et probablement la difficulté des accompagnateurs qu'on a vus ici, qui s'exprimaient de plusieurs manières, c'est comment on va dans les établissements sans avoir les solutions, mais en même temps, comment on peut leur être utile. Parce que quand même, développer l'idée qu'on ne sait rien, c'est très bien, mais l'ignorance, elle peut avoir une vertu ou pas du tout de vertu, dans un certain nombre de cas. Si on accompagne sans rien savoir et sans être rien capable d'apporter, je dirais que c'est pas grand-chose. Et d'ailleurs, les établissements le savent très bien. En revanche, il y a peut-être une ignorance productive. Alors, on pourrait s'amuser un petit peu avec ça. Par exemple, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui est de l'inspection, que je connais par ailleurs, mais qui disait, au fond, on peut pas être, on vient pas en tant qu'inspecteur ou chef d'établissement si on vient accompagner dans un établissement. J'en sais rien. D'une certaine manière, ce que l'on peut attendre de quelqu'un qui vient, c'est qu'il vienne pleinement comme inspecteur ou pleinement comme chef d'établissement, mais en revanche qu'il n'exerce pas à ce moment-là ses fonctions hiérarchiques ou de contrôle qui sont les siennes par ailleurs. Mais il est extrêmement intéressant que quand quelqu'un vient accompagner, il dise « moi, en tant que chef d'établissement,
voilà comment je réagis à ce que vous dites, ou voilà comment j'interprète ce que vous faites, ou voilà à partir de quelles expériences je suggère telle ou telle chose. De la même façon, l'inspecteur ne peut pas mettre de côté des connaissances didactiques qu'il aurait sur un domaine disciplinaire donné et qui pourraient être bien utiles, par exemple, à une équipe qui n'y a pas pensé. Non pas en disant il faut faire ça, mais voilà ce que je mets à disposition de mes connaissances à moi pour que le projet continue. Alors, j'insiste un petit peu là-dessus parce que parfois il y a une espèce de vulgate de celui qui ne sait rien, qui est un petit peu lassante, parce que généralement, comme vous êtes dans l'action et que vous avez des préoccupations, quelqu'un qui vient vraiment en ne sachant rien, en n'apportant pas grand-chose, ne vous fait pas gagner beaucoup de bénéfices, si on peut dire les choses comme ça. Alors, c'est des éléments du travail de l'accompagnateur qui sont en jeu et du comment vous travaillez avec les accompagnateurs, parce que c'est comme ça que vous pouvez les utiliser. Quand je dis voilà ce que peut être le travail de l'accompagnateur, c'est aussi comment vous, les établissements, vous pouvez les utiliser. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est quand on va dans un milieu, moi j'ai beaucoup travaillé dans les entreprises également, les gens ne savent pas toujours comment nous utiliser. C'est-à-dire qu'ils s'attendent à ce que nous sachions comment nous utiliser pour eux, mais vous ne savez pas toujours comment utiliser ceux qui vous accompagnent. Or, ça mérite d'être réfléchi et discuté. Avec ceux qui vous accompagnent, tu dis, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire ça, qu'est-ce que vous prenez de tout ça, etc. Moi, par exemple, en tant que chercheur, de temps en temps, je vais dans des lieux où on me demande des trucs, je me dis, oui, est-ce que je vais vraiment pouvoir faire quelque chose là-dessus? Mais je vois bien que je suis instrumenté et instrumentalisé, et tant mieux, au bénéfice de ceux qui me font venir. Et ça, c'est un point auquel je tiens, qui est un critère de qualité de l'intervention, par exemple. Donc c'est un autre aspect qui est important. Alors on veut même travailler pour les accompagnateurs, ça n'a pas l'air facile. Hein. Ils disent c'est la croix et la bannière, des fois. Il faut avoir beaucoup de patience, agir de façon modeste, et puis arriver à écouter. Et arriver à écouter, c'est pas une chose simple, effectivement, hein, c'est pas une activité passive. Enfin, si écouter est utile, c'est quand c'est une activité active et pas une activité passive. Je ne vais pas développer cette idée parce qu'elle est assez concrète malgré tout. Et donc, il y a quand même une chose, et c'est Annick Oudin qui l'a un peu développé tout à l'heure, hein, d'une certaine façon, pour intervenir dans les établissements, il faut que je comprenne plusieurs choses. Hein. C'est d'abord que ceux qui sont là, l'objet de mon intervention, c'est leur travail. Au fond, quand ils essayent de changer quelque chose, ils essayent de changer quelque chose à leur travail. Alors évidemment, le bénéficiaire final, c'est toujours les élèves, les apprenants, etc. Il faut penser leur travail, donc comprendre quelque chose de leur travail. Par exemple, comme le dit Annick tout à l'heure, ce qu'elle retient, c'est « on s'épuise ». Voilà une approche presque ergonomique. La question du chef d'établissement ou des professeurs, c'est « ça, on s'épuise, on n'y arrive plus, on est démoralisé, on est fatigué, et très fatigué, et en plus rien ne nous redonne du tonus ». C'est une approche qui porte véritablement sur le travail. Deuxièmement, ça signifie que toutes les interventions que nous pouvons faire, dans un grand nombre de cas, elles sont vouées à l'échec si les personnels sont amenés à travailler plus, beaucoup plus, à s'épuiser davantage, à se fatiguer sur des choses qui auparavant n'étaient pas fatigantes. S'il n'y a pas un avantage sur le plan de ces conditions du travail, je pense que la plupart des projets sont voués à l'échec. En tous les cas, du point de vue qui est le mien, et je pense que c'est ce que sous-entendait Annick tout à l'heure, il me semble qu'il faut que nous soyons autant attentifs à cette dimension des apprentissages des élèves, je mets apprentissage pour l'ensemble des éléments éducatifs et autres, et ce que ça apporte pour les personnels. Par exemple, ce qu'on a fait à Château-Chinon, il y avait un très bel indicateur qui était, avant nous étions épuisés à faire la discipline, aujourd'hui nous sommes épuisés à répondre aux sollicitations des élèves pour apprendre. Il y a toujours de la fatigue, on est d'accord, hein. Je dirais, comme ils disent, ça fait partie du métier, mais en revanche, la fatigue ne porte plus sur les mêmes choses et au moins elle s'associe à quelque chose de satisfaisant, qui est un plus grand travail, moins de discipline, etc., ce que vous connaissez, qui est particulièrement épuisant et tournant un petit peu à vide. Puis troisième point qu'on pourrait retrouver sur la question du travail, c'est l'organisation. Et je trouve que les questions organisationnelles sont presque encore plus criantes dans un établissement scolaire que dans une usine de production, parce que l'organisation, elle est très peu visible. Vous savez, la vieille histoire qu'on trouve chez les jeunes enseignants, d'ailleurs, moi, quand je suis retourné voir dans un collège, ce qui est frappant, c'est que les établissements scolaires, ils sentent toujours la même odeur que quand j'étais enfant ou collégien ou autre. Il y a toujours les sonneries,
il y a toujours des mouvements qui sont à peu près les mêmes, il y a toujours des murs et des classes qui se ressemblent, et c'est tellement familier, comme je dis toujours, qu'un jeune enseignant, il est aussitôt immergé dans quelque chose qui lui est familier, et dont il ne peut plus percevoir les effets sur lui-même ou sur ses élèves, bien évidemment. Et je crois que là aussi, il y a une question importante pour les accompagnateurs, c'est que les accompagnateurs, peut-être du fait d'être extérieurs à certains moments, ou sans être sortis de ce milieu, à un moment donné, même s'ils sont toujours dans l'éducation nationale, pour vous, ils peuvent aider à voir des choses qui sont soit opaques, soit invisibles, soit tellement transparentes. Et les projets souvent de travail sur les difficultés scolaires, on s'aperçoit que les découvertes que font les équipes, c'est des découvertes d'éléments absolument évidents de l'environnement. Alors sur le décrochage scolaire, on en a des belles histoires. Hein. On en avait une belle dans un établissement, par exemple, on était allé voir les choses, parce que les élèves ne se sentaient pas bien du tout. Et on s'était aperçu que quand les élèves sortaient, il y avait beaucoup de, vous savez, ces petits panneaux avec un sens interdit sur certaines portes. Il y a des lieux par lesquels les élèves ne passaient pas. Et on a trouvé un établissement où, à un moment donné, il y avait des sens interdits, c'est-à-dire qu'ils pouvaient sortir mais plus rentrer. C'est quand même assez rigolo. On en avait un autre comme ça, un autre établissement avec des apprentis où de toute façon ils ne pouvaient pas... Alors on leur avait prévu une salle de jeu, mais elle se trouvait trop près des personnels d'administration qui aimaient bien ouvrir leurs portes, donc c'était interdit d'aller là. Ensuite interdit d'aller près des voitures, puis interdit d'aller près des motos, puis interdit d'aller près des vélos, puis interdit d'aller dans les classes parce qu'on les ferme pour sécurité, puis interdit d'aller, comme c'est les exploitations agricoles, il y a des ateliers professionnels, donc interdit d'aller là évidemment, et puis etc. Et littéralement ils n'avaient plus de place. Donc on s'étonnait qu'ils sortent. Donc, oui, il y a des tas d'éléments et des habitudes, là c'est un petit peu caricatural, mais qui font partie de notre milieu qu'on ne voit plus. Hein. Les murs des classes, les heures, les sonneries. Et les élèves sont les premiers pris par ces routines, et d'ailleurs sont souvent les plus difficiles à bouger, parfois beaucoup plus que l'ensemble des personnels. Donc c'est aussi un élément qui me paraît faire partie à la fois du travail dans les questions de changement, d'innovation, d'expérimentation, parce que ce milieu, il est très très opaque, hein, il est trop familier pour être connu, et en même temps, évidemment, c'est le rôle probablement de la guidance et de l'accompagnement que les accompagnateurs peuvent faire, aider à voir ce qui, dans notre environnement, nous est tellement familier qu'on ne le voit plus. Et souvent, qu'est-ce que ça soulage les professeurs ou les équipes de constater que, ben oui, tiens, ça on peut faire autrement, le monde ne s'effondre pas, les choses peuvent se poursuivre et peuvent même se poursuivre de façon un petit peu plus légère. Hein. Je ne vais pas raconter toutes les histoires qu'on pourrait raconter là-dessus. Parmi tout ça, il y a un point qui a été abordé qui me paraît, moi en tous les cas, absolument décisif, c'est la question des mots, la question des catégories que nous utilisons. Alors, on l'a bien vu, quand on regarde, à un moment donné, j'ai analysé 26 expérimentations de travail contre l'échec, enfin la difficulté scolaire. Quand on connaît les expérimentations, on voit leur intérêt, leur tranchant, leur nouveauté, leur intelligence, des choses concrètes, leur difficulté aussi. Hein. Et puis quand on regarde les documents, alors là c'est d'un creux, d'un plat. D'abord parce que parfois on ne prend pas le temps de le faire, mais surtout parce que la plupart du temps on réutilise des grandes catégories. Par exemple tout à l'heure, alors c'est peut-être qu'un tout petit détail, mais je crois que c'est à Monceau, il y a quelqu'un qui dit on travaille sur la persévérance. La persévérance scolaire, c'est quand même pas un truc qu'on voit tous les jours dans les journaux ou sur Internet. Et puis, à certains moments, la personne qui parlait de ça, mais alors, c'est vraiment une extrapolation, hein, excusez-moi, peut-être que je délire un peu, mais ça aide à mon argument. Hop, on le retrouve par décrochage. Où tous ces grands mots, ces grandes catégories, on a tendance à les plaquer tout de suite. Ah ben oui, vous débarquez en tant qu'accompagnateur dans un établissement, on vous raconte plein de choses très intéressantes, vous balayez de côté tous les mots précis que les gens utilisaient, la façon de décrire leur expérience, leurs difficultés, leurs émotions et tout. Puis là, vous dites, ah ben ça c'est un problème d'illettrisme. Ou ça, c'est alors un problème 10. Ah ben si c'est un problème 10, alors on a la solution. Alors, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais nous sommes pris dans un monde qui n'est pas seulement le monde éducatif, qui est le monde social, dans lequel on a ces grands machins qui se plaquent, pour lesquels les chercheurs ont quand même leurs responsabilités, qu'ils soient en sociologie, en éducation, en psychologie ou autre,
où de temps en temps, il y a des espèces de mots qui sortent comme ça, et qui ont l'apparence de l'explication. Ah, puisque c'est ça, ah ben oui, on a compris. Puis si on a un spécialiste de ça qui est venu nous voir, ben oui, c'est un problème d'accompagnement, ou un problème 10, ou un problème ceci, et ça cache tout, les problèmes organisationnels, ça cache et ça recouvre les problèmes de travail quotidien, et surtout les difficultés éventuelles que les élèves rencontrent avec toutes ces choses-là. Donc les mots et les catégories qui sont là-dessous, c'est pas que des mots, hein, c'est pas qu'un truc de vocabulaire, hein, c'est que s'il y a un mot qui cache et qui occulte, ou qui donne la sensation de comprendre les phénomènes, généralement ça empêche de penser, et il faut faire d'une certaine façon une véritable purge de tous ces mots qui nous encombrent l'esprit pour arriver à poser concrètement les problèmes quotidiens avec les mots ordinaires de la vie qui nous permettent souvent de traiter les problèmes de manière beaucoup plus efficace. Ça contribue d'ailleurs à quelque chose qui a été évoqué aussi, à bien définir les objets sur lesquels on veut travailler. Parce que, comme je disais tout à l'heure, souvent, les problèmes sont tellement compliqués dans nos milieux que si on veut tout bouger, bah, on n'y arrive pas. Et une des grandes, ce qu'on voit dans les expériences de l'accompagnement éducatif, hein, c'est souvent le fait qu'on va se dire, tiens, on va travailler après un temps, hein, peut-être l'année -1, après des réunions, après du travail, de problématisation au sens le plus fort, hein, pas en termes un peu. C'est se dire, voilà un objet sur lequel nous aimerions travailler. Par exemple, le bruit dans la classe. Par exemple, l'orientation à tel moment et l'orientation sur tel point. Par exemple, le temps de travail consacré par chaque élève, le temps de travail actif consacré par chaque élève à tel type d'apprentissage. C'est-à-dire des objets finalement qui sont isolables. Parce que isoler des objets, c'est pouvoir travailler dessus, c'est pouvoir les définir et les évaluer, c'est pouvoir construire des réponses qui sont adaptées à ces objets, et c'est pouvoir ensuite en rendre compte sans les recouvrir ou les perdre dans trop de modifications qu'on voudrait faire en même temps. Et définir un objet central de travail, de réflexion dans l'accompagnement, ça permet de voir les relations qu'il entretient avec les autres phénomènes organisationnels, institutionnels, sociaux, tout ce que vous voudrez, qui font partie des problématiques des élèves sur lesquels vous voulez agir. Donc c'est cette définition des points précis, des points critiques, des points clés sur lesquels vous voulez agir, ça a une vertu méthodologique extraordinaire. C'est probablement pour ça, dans l'accompagnement à Montceau-les-Mines, par exemple, du fait que les catégories sont structurées et structurantes, bah, on peut dire on agit là-dessus et on n'agit pas autre chose. Et mon expérience récente, je fixe celle-là parce qu'elle est dans le domaine qui est le vôtre et pas dans d'autres lieux, à Château-Chinon, montre bien que souvent, je leur dis, non, vous avez décidé sur ces 15 jours prochains de travailler sur telle chose, c'est pas sur 4 choses en même temps, c'est une. Oui, mais elle est liée aux autres. Oui, mais on travaille sur celle-là. Et se ramener à l'objet sur lequel on veut travailler, ça permet de le mettre sous observation pendant 15 jours, d'agir là-dessus chacun pendant 15 jours, et ensuite d'en faire un petit peu le point. C'est tout bête, mais c'est extrêmement difficile à mener. Et là, les accompagnateurs sont vraiment très importants pour aider à fixer son attention sur ces différents objets. Alors, je vois que le temps commence à courir un petit peu. Peut-être 2-3 choses que je vais sélectionner et qui me restent, qui restent peut-être à dire. Hein. Ce que j'ai dit quand même avait beaucoup à voir avec la question de l'évaluation, hein, parce que, comme je disais, on déplore souvent que dans les projets que vous pouvez mener ou qui se mènent, on a le ressenti en tant qu'enseignant, en tant que chef d'établissement, en tant que formateur, qu'il s'est passé des choses importantes. Et que ces choses importantes, elles ont produit des effets, en tous les cas pour les élèves, les apprenants cette année-là. Or, pouvoir les dire, les exprimer et surtout les formaliser pour en faire quelque chose pour la suite est une chose très difficile. Et je reviens à ma question des catégories et des mots qu'on utilise ensuite pour le restituer. Hein, mais il me semble que quand on a défini des objets précis, qu'on les a conduits, qu'on les a mis sous observation et qu'on peut dire qu'on a agi là-dessus, au moins on a des billes pour s'adresser aux financeurs, aux prescripteurs, à la hiérarchie, etc. Et ce tout petit élément-là, en fait, moi j'ai constaté que ça avait beaucoup d'effets, alors que souvent on dit, oui, les élèves se sentent mieux. On peut se dire quoi sans... Donc il y a des éléments et des indicateurs qui permettent souvent de le dire. Et
on les trouve d'autant plus facilement qu'on a identifié certains aspects du se sentir mieux au début du projet et à la fin du projet. Et je ne suis pas un fou de l'évaluation, hein. Simplement, c'est une des manières très importantes de la reconnaissance qu'on a aussi évoquée tout à l'heure. On est parfois découragé quand on a mené un bon projet et qu'on s'y a investi, parce que finalement, on ne sait pas le faire valoir, ou on n'y arrive pas bien, ou cette dernier passage que vous appelez la sortie du projet, qui est, avant de le transférer, peut-être tout simplement de se le transférer à soi-même. Parce qu'une bonne expérience éducative, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une expérience qui crée de l'expérience, c'est une expérience qui crée de la connaissance. C'est-à-dire que vous en tiriez des connaissances qui vous permettent d'inventer des choses pour la suite. Et pas pour reproduire exactement les mêmes par la suite, parce que ça c'est jamais tout à fait possible, mais que vous en tiriez quelques principes, quelques règles, quelques manières de faire, quelques manières de penser, que vous avez bien été obligé d'abstraire d'une certaine manière. Et ça, c'est à la fois valable pour vous en tant qu'équipe, c'est valable pour les collègues, si vous voulez en parler aux collègues dans d'autres classes, c'est valable évidemment pour l'extérieur, pour leur montrer que vous avez des indicateurs qui valent largement les indicateurs de gestion, qui de toute façon s'imposeront à vous si vous n'en avez pas d'autres à opposer. Voilà, donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? J'ai à peu près fini mon temps, donc je jette un petit coup d'œil, hein, parce que j'ai des notes, mais je ne les regarde pas beaucoup. Peut-être le on l'a déjà fait, ça ne marche pas, qui est revenu 2-3 fois. Hein. Le on déjà fait, ça ne marche pas, c'est quelque chose à quoi nous nous affrontons très souvent en accompagnant. Mais c'est la même chose. Moi, je suis de la formation et de l'enseignement professionnel. Vous savez, les élèves qui ont fait un CAP, quand ils passent en bac pro, ils disent « Oh, madame ou monsieur, on l'a déjà fait, ça, on l'a déjà fait l'année dernière. » Puis quand ils vont en BTS, « Oh, on l'a déjà fait en bac pro, puis on l'a déjà fait en CAP. » Alors, des fois, il faut reconnaître qu'ils ont fait exactement la même chose. Des fois, quand c'est le même enseignant ou formateur, ça arrive. Hein. Mais souvent, ils ne perçoivent pas la différence. C'est-à-dire, ça se présente sous le même terme. Par exemple, on va faire la mécanique de ceci. Oh, on a déjà fait la physiologie animale dans l'agriculture. Oh non, on ne va pas encore faire la physiologie animale, on a déjà fait 3 fois. Et bien nous, c'est un peu la même chose, d'une certaine façon, on ne perçoit pas toujours la différence. Parce que, dans un grand nombre de cas, les équipes ont essayé de faire quelque chose sur quelque chose. Je le dis exprès comme ça, hein. Faire quelque chose sur quelque chose. Qui n'a pas nécessairement été clairement défini au début, pour lequel ce qu'on a fait n'a parfois que des relations approximatives ou en tous les cas partielles avec ce sur quoi on voulait agir, et puis dont on n'a pas pris le temps de faire 2 choses. Premièrement, de le réessayer, et deuxièmement, de l'analyser, de l'analyser, de le formaliser, comme on nous disait tout à l'heure. Alors, j'insiste sur un tout petit point, c'est que beaucoup d'innovations, elles sont à court terme. Alors, dans l'agriculture, au ministère de l'Agriculture, il y a beaucoup de projets qui sont lancés par le ministère. Énormément, plus qu'à l'Éducation nationale probablement. Et en plus, les gens sont très habitués à travailler avec les territoires, donc ils utilisent tous les appels d'offres, appels à projets dans tous les sens. Et parfois, le chef d'établissement, il répond à beaucoup d'appels à projets dans une année, et donc comme il faut les faire, on le fait une année, puis on passe à un autre, etc. Et souvent, ce qui se passe aussi, c'est que dans les expérimentations, on n'essaye qu'une année. Et puis, ma foi, à la fin de l'année, si ça n'a pas bien marché, on ne recommence pas. On se décourage. Alors que là aussi, c'est un des rôles des accompagnateurs, ils ont insisté plusieurs fois. On ne peut probablement, dans les expériences éducatives, rien dire avant d'avoir essayé au moins une 2e année, voire une 3e année. À condition, évidemment, de faire un petit peu le bilan. Mais pourquoi? Parce que la première année, on essaye. On essaye, donc même chaque enseignant qui essayerait dans un groupe de 4, il patouille la première année. Parce que, comme tout le monde, quand on fait un truc nouveau, on patouille. On va prendre une certaine, habileté de l'action, quand on recommence une 2e fois. Parce que des fois, la première expérience, quand même, on peut être soit très brillant, et ça marche parce qu'on est très motivé, etc. Et donc, la 2e année, elle est plus difficile, mais parfois, la première année est épuisante, et on ne se rend pas compte que si on le refaisait une 2e année, ce serait plus facile du fait de... Donc, ça suppose qu'il y ait au moins 2 années, voire 3 années. Parce que l'innovation, alors je me sers beaucoup des pragmatistes américains, et l'idée, c'est quand même, c'est quoi l'innovation? Et introduire des changements, c'est créer des nouvelles habitudes. Et c'est très important de créer des nouvelles habitudes. Parce que si vous inventez quelque chose dans une année, en faisant beaucoup d'efforts, en étant beaucoup accompagné,
il faut que les années suivantes, ça devienne une routine pour vous. Vous ne pourrez jamais maintenir l'effort institutionnel, organisationnel au niveau de l'établissement, au niveau individuel, qui vous permettra de tenir votre manière de faire. Il faut qu'à un moment donné, elle rentre dans les habitudes et les routines, c'est-à-dire que ça devienne à peu près évident de le faire. Et c'est pour ça qu'il faut que l'expérimentation dure, pour que vous l'incorporiez comme une routine, un automatisme, comme on dit en psychologie cognitive, mais je préfère de loin les habitudes, parce que c'est les habitudes qui nous permettent d'agir relativement facilement, sans s'épuiser, etc. Donc, je trouvais dans la présentation, et je terminerai là-dessus, qu'il y avait des moments importants, c'était cette année N-1, l'année de l'entrée, comment ça vient, quels sont les problèmes ressentis, qu'est-ce qu'on voudrait changer, et puis comment ça se constitue, et puis la sortie. Et la sortie, vous avez vu que là, je ne parle pas tellement, ça viendra peut-être dans les questions, je ne parle pas tellement encore du reste, qui est comment ça se transfère ailleurs, ou comment ça se transfère simplement dans l'établissement. Il y aurait des choses à dire, mais comme j'ai passé mon temps, je le réserve pour une autre fois. Merci de l'attention. Merci. Des questions, des réactions Peut-être moi quelques exemples d'objets précis. Vous avez parlé un peu d'expérimentation collaborative. Hein. Ouais. Vous avez de 15 jours, on expérimente. Ouais. Quelques exemples d'objets, parce que je pense que des notions comme l'écoute ou des choses comme ça, qui sont faciles à cerner, qui sont peut-être le nombre d'agressions, etc. C'est des indicateurs, mais sur des notions comme l'écoute ou tout ce qui est activité d'apprentissage de l'élève, si vous pouvez donner quelques pistes. Ah ben, j'ai pas beaucoup parlé du contenu là, hein, puisque je l'ai mis de côté. Alors, pour vous répondre, je suis obligé de faire une conduite de détour. Je fais de la psychologie quand même. Non, alors, ce qui est mon principal constat, que ce soit dans le monde de la formation professionnelle des adultes, ou que ce soit pour les plus jeunes, enfin les jeunes adultes en enseignement ou en formation professionnelle, hein, je précise les deux, ce qu'on constate quand même, c'est que les formateurs et les enseignants ont une assez grande méconnaissance des processus d'apprentissage. Et quand je dis ça, hein, c'est en aucun cas une agression ou une critique comme on ferait dans les médias. Hein. Je le vois parce qu'on voit bien que quand on intervient, il y a une aspiration à en connaître plus et à se préoccuper de ces choses-là quand on est enseignant. Alors, il y a différents types d'interventions, d'accompagnement. Hein. On n'est pas toujours au même niveau. Moi, j'accorde beaucoup d'importance aux détails. Parce que dans la difficulté scolaire, par exemple, on est toujours surpris. Même les professeurs les plus expérimentés, les plus experts, ils sont toujours surpris parfois de voir qu'un élève peut ne pas réussir une action, parce qu'on donne des tâches à l'école, et il y a des tâches à réaliser, des choses à faire. Parfois que c'est un niveau des opérations, c'est-à-dire des sous-actions, je dirais, qui est l'objet d'un non-apprentissage, d'un oubli ou d'un blocage qui parfois dure depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans. Alors, à nouveau, je vous dis, moi je connais les jeunes adultes et les adultes. Et ça, on le voit quand on travaille avec des élèves en difficulté. Et la descente dans le détail des opérations de pensée, mais aussi des opérations d'apprentissage, qui sont évidemment étroitement liées, est quelque chose qui est difficile et qu'il faut travailler, je dirais, dans le niveau vraiment microscopique des opérations. Alors, des exemples, il y en aurait plein, sur tout domaine. Hein. Par exemple, alors, je raconte cette expérience de Château-Chinon parce qu'elle m'a beaucoup marqué. Et puis c'est la première fois que je m'intéressais à plus petit que la seconde, hein, que la seconde pro, les CAP, hein, 4e, 3e, moi je le trouvais tout petit. Donc. C'est par exemple, il décide de s'intéresser à l'évaluation. Bon, pourquoi pas? Mais moi j'ai besoin des traces de l'activité. Donc l'évaluation, on va regarder un truc tout bête. Hein. Le premier jour où j'y suis allé, ils me disent on n'a rien sur l'évaluation, mais je dis moi je voudrais qu'on travaille un peu sur les traces de votre activité. Ils me disent on a les bulletins scolaires. Alors vous imaginez tout ce qu'on peut faire avec les bulletins scolaires. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec les bulletins scolaires? On a regardé ce qu'ils avaient écrit. Et en regardant ce qu'on avait écrit, on a fait l'analyse de ce qu'ils avaient écrit chacun. Et en cherchant ce qu'ils avaient écrit chacun, on a regardé déjà à qui ça s'adresse. Et je leur ai demandé à qui ça s'adresse ce que vous écrivez sur le bulletin scolaire. C'est une question, on a passé l'après-midi. Parce qu'on a vu que certains, ils adressaient le bulletin scolaire aux élèves, d'autres à la famille, d'autres aux chefs d'établissement, d'autres aux collègues, d'autres à personne, ils n'y avaient pas pensé.
d'autres à tout le monde. Quand vous travaillez sur un truc comme ça, de toute façon, ça leur a bouleversé la tête à jamais. C'est pas que mon intervention qui a bouleversé la tête, parce que c'est tout con de faire ça. C'est qu'on est tellement pris dans les habitudes que on a toutes les formats d'écriture sur le bulletin scolaire qu'on a en tête depuis tout petit. Vous savez, à toucher le fond mais creuse encore. Alors vous ne faites pas ça évidemment, mais je m'amuse un peu. On les a, on les sort. Et là, ils se sont posé la question de à qui ils l'adressaient. Maintenant, depuis 2 ans et demi, ils savent qu'ils l'adressent à l'élève. Et puis ensuite, alors qu'est-ce qu'on écrit dedans? Question, qu'est-ce que vous écrivez? C'est quoi le sujet? Certains c'est le travail, d'autres la progression, d'autres c'est l'effort, d'autres c'est le comportement, d'autres c'est etc. Enfin, vous imaginez bien. Ah oui, mais c'est quoi alors? Vous parlez de quoi? Parce que l'un parle de ci, l'autre parle de ça, le troisième parle d'autre chose, c'est illisible ce machin-là. Vous voyez, quand on entre dans le détail, alors je ne vous donne que celui-là, mais par exemple, il y a à un moment donné, le travail, ça doit dire beaucoup de choses aux professeurs, enfin à moins que vos classes soient parfaites, c'est par exemple travailler sur, pendant 15 jours ou 3 semaines, sur les invectives. Alors, c'est pas le bon mot, hein, invective. À la limite, invective, ça recouvre la complexité. C'est quand les élèves, quand il y en a un autre qui fait quelque chose, lui balance toutes les gentillesses que vous connaissez. Bon. Ils travaillent là-dessus pendant 15 jours. C'est le seul objet. Alors il dit, oui, mais là, en travaillant ça, au début, on va travailler la citoyenneté, la civilité, surtout pas ça. Vous travaillez pour que les élèves ne se balancent pas des trucs pendant la classe. Pendant la classe, où ils disaient, oui, mais en dehors de les couloirs. Faites déjà dans la classe, on verra après dans les couloirs. Vous voyez comme ils avaient une tendance à élargir et à expanser les problèmes et les objets traités, alors qu'en fait, à un moment donné, on les contient. Après, il peut y avoir dans d'autres lieux, je quitte Château-Chinon, des questions, par exemple, de circuit dans l'établissement. Où les élèves peuvent-ils passer, par où peuvent-ils passer, par où ne peuvent-ils pas passer? C'est con aussi ce truc-là, mais je peux vous dire que des fois ça résout quand même des problèmes. Quand ça a été raisonné et réfléchi par exemple par tous les personnels. Évidemment depuis les personnels de service, d'entretien, chefs d'établissement et tout, bon, des petites choses. Ou tout simplement de faire une visite avec des enseignants dans l'ensemble de l'établissement. Alors ça c'est extraordinaire. Hein. Il y avait un collègue sociologue de l'agriculture qui avait fait un truc intéressant. Il a passé quelques mois dans des établissements, puis il allait voir les lieux dans lesquels les gens se déplacent. Alors évidemment, c'est les personnels de service, les personnels d'entretien qui connaissent le mieux, des fois le chef d'établissement. Évidemment, les élèves, eux, ils connaissent tous les coins où ils peuvent être tranquilles, y compris des fois pour être tout seul parce qu'ils en ont marre des autres, leurs collègues, enfin leurs collègues élèves. Et vous voyez, par exemple, on peut travailler sur des objets comme ça. Ces objets précis, concrets, quotidiens, ordinaires, voilà, alors on peut faire bien d'autres choses hein, à sens plus large, mais c'est intéressant parce que souvent les gens là-dessus ils se retrouvent. Il n'y a pas d'idéologie a priori ou de position syndicale parfois qui s'oppose. Je dis des choses qu'on n'a pas l'habitude de dire, des fois on n'ose pas parler de tout ça, mais quand vous travaillez sur des points concrets, tout le monde les ressent, quoi. Puis tout le monde se les coltine. Et puis on peut passer au-delà des grands trucs que tout le monde viserait mais sur lesquels on n'est pas d'accord. Voilà, c'est un peu cette idée du détail. C'est une longue réponse, mais elle me permet de compléter ce que je n'avais pas dit. C'est un truc.